Pour les bijoux, les braqueurs prennent tous les risques. Casse de l'enseigne Chanel à Paris, 3 millions d'euros de butin. Attaque du joaillier Bulgari, 6 millions d'euros. Boutique Piaget, rue de la Paix, 10 millions d'euros de préjudice. Clients et employés séquestrés, fusils mitrailleurs pour les tenir en joue, le tout dans des quartiers ultra sécurisés. Les commandos ne reculent devant rien. Pourtant, ces bijoux peuvent aussi devenir bien encombrants. Fabrice Rose a passé 25 ans de sa vie sous les verrous. Dans les années 90, l'appât du gain a poussé l'ancien braqueur vers les cases de bijouterie. Écouler les bijoux le plus vite possible était alors pour lui la priorité, en passant par un bon receleur. Moi, à 23h, j'ai plus de bijoux. J'ai plus de bijoux, il me les a pris, il me les a payés, mais je suis payé le soir même. Ça délaisse du poids de qu'est-ce qu'on fait des bijoux. Je ne m'imagine pas aller porte de Clignancourt au Puce pour vendre des bijoux. Je ne me vois pas regarder sur Internet à qui je peux vendre des bijoux. Ça ne se revend pas comme ça, les bijoux. Les membres du grand banditisme savent que les enquêteurs vont se lancer immédiatement à leur trousse. Pour que leurs précieuses marchandises ne soient pas retrouvées, les voyous la revendent vite et à prix cassé, généralement 5 à 10% du tarif affiché en boutique. D'après Alexandre Jeannot, joaillier à Paris depuis plus de 30 ans, l'or ou l'argent des bijoux est immédiatement fondu. Objectif numéro 1, faire disparaître les poinçons du fabricant, presque invisibles à l'œil nu. Ils sont gravés sur le métal. Mais il faut bien savoir qu'un bijou n'est reconnaissable que parce qu'il a des gravures à l'intérieur de l'or, de la bague, qui permettent de l'identifier. S'il n'y a rien du tout, difficile d'identifier. Objectif numéro 2 des délinquants, faire en sorte, grâce à des tailleurs de pierre véreux, que les diamants de grande valeur ne soient à leur tour plus identifiables. On grave au laser un numéro, le numéro en fait du rapport gémologique sur le feuilletis, c'est-à-dire la partie qui est la plus importante, mais aussi la plus fine, puisque ça va être sur ce petit bord. Donc, un receleur pourra enlever le numéro en mettant un coup de facette, donc de taille, de poli, pour enlever le numéro, et à ce moment-là, le numéro ne sera plus sur la pierre. Le circuit parallèle de revente des bijoux volés est une entreprise parfaitement rodée. Chacun y joue un rôle précis, avec un dénominateur commun, la loi du silence. Eric, un ancien diamantaire, a accepté de nous en parler. Condamné par la justice, vous ne verrez pas son visage et sa voix a été modifiée. Un temps mêlé à ce business occulte, il raconte comment une pierre volée peut facilement être maquillée. Donc il faut avoir l'habitude de travailler avec ces gens-là. Et tout le monde ferme les yeux, on sait qu'on a confiance. C'est des milieux où les gens ne parlent pas, les choses ne sont pas dites. On demande qu'ils nous mettent un coup de disqueuse diamant dessus, très légèrement. Si la pierre faisait par exemple 2 carats 54, elle va se retrouver à un 2 carats 50. Elle va garder la même couleur, la même pureté, bien entendu, mais elle va changer au niveau du poids et au niveau de peut-être de la symétrie, au niveau de la taille du diamant. Le procédé est le même que pour une voiture volée avec son numéro de châssis trafiqué et ses fausses plaques d'immatriculation. Retaillée et méconnaissable, la pierre est ensuite déposée dans un laboratoire officiel. Elle va en ressortir avec un nouveau certificat, une sorte de carte d'identité, pour être finalement revendue en boutique incognito, en toute légalité. La pierre repart complètement sur le marché avec une nouvelle certification, avec une nouvelle vie et qui est complètement officielle et officialisée. Dans leurs enquêtes, les policiers terminent souvent leur traque au même endroit, Anvers, en Belgique. La capitale européenne du diamant est la destination favorite du grand banditisme français. En 2016, les papis braqueurs de Kim Kardashian s'y étaient d'ailleurs rendus, avec l'espoir d'y revendre la bague à 9 millions d'euros de la star américaine. Une bague qui n'a jamais été retrouvée. Dans cet univers où les langues se délient rarement, une femme a accepté de nous recevoir. Laurence Vandenborg est gémologue. Elle reconnaît elle-même que déterminer l'origine précise d'une pierre est laborieux. Très difficile. Pour être 100% honnête, impossible. Parce qu'en fait, c'est le problème du diamant. Un diamant, avant d'arriver sur votre bijou, il est passé par 50 mains différentes. Je pense que le secteur diamantaire reste très opaque. Donc, très sensible comme sujet. Pour dissuader les voyous d'opérer à Anvers, le quartier des diamantaires est truffé de caméras de surveillance. Une unité spéciale de la police locale y est installée. Ses membres collaborent avec des enquêteurs du monde entier dès qu'un casse se produit.
C'est un univers fermé et on sait que les bijoux peuvent être retaillés, fondus et disparaître en un clin d'œil. Donc nous n'avons que quelques heures pour agir. Mais nous luttons tous les jours contre ce phénomène, grâce notamment à un gros travail d'enquête et un échange permanent d'informations. Les policiers restent inquiets. L'or est une valeur refuge et les ventes de bijoux de grand luxe explosent. Le crime organisé n'a donc pas dit son dernier mot.